Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? On va vérifier déjà que le son est bon pour tout le monde. Si vous pouvez nous l'indiquer dans la barre de chat, si le son fonctionne bien de votre côté, ça nous peut ajuster si besoin. Ok pour le son, super, parfait. Nickel. Bien, et bienvenue en tout cas à notre webinaire que nous allons consacrer à la thématique de la salutogénèse d'ailleurs, du travail. Donc nous sommes très heureuses aujourd'hui de vous réunir pour échanger sur ce thème. On va principalement échanger sur les principes clés de la salutogénèse, son impact également sur la santé et le bien-être des salariés, et puis ainsi aussi en termes de performance, en tout cas des entreprises. Donc, je suis Anne-Sophie Briffaut, psychologue sociale et du travail et consultante en management au sein du cabinet LGP Conseil. Le cabinet LGP Conseil, on est un cabinet nantais et spécialisé en management des dynamiques humaines. Le cabinet a été créé en 2002 et nous intervenons en conseil, en formation ou encore en coaching, en accompagnement individuel. Nous sommes également entreprise à mission avec pour raison d'être agir pour un monde du travail respectueux du développement humain. Donc c'est dire si le thème du jour est central, en tout cas dans nos pratiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Marion Cotreau, également consultante RH. Bonjour Marion. Bonjour Anne-Sophie et bonjour à tous. Donc avec Marion, nous allons converser sur notre sujet du jour pendant une petite vingtaine de minutes. Et puis, il nous restera ensuite un peu de temps pour échanger. Donc, n'hésitez pas, via le chat en tout cas, à poser vos questions, interagir, écrire des remarques, commentaires divers et variés. Et puis, on prendra le temps d'y répondre. Alors, si ce n'est pas pendant, ça sera à la fin du webinaire. Donc, pour commencer, nous allons définir, bien sûr, la salutogénèse. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, cette approche, et puis quels en sont les fondements. Nous verrons ensuite comment cette approche peut être mise en œuvre avant de conclure sur la manière dont on peut mettre en place ces pratiques qui favorisent la santé et le bien-être de vos salariés. Alors, si on commençait par poser quelques définitions. C'est vrai qu'on entend peu parler de la salutogénèse. Qu'est-ce que signifie ce terme plutôt peu courant? Eh bien, la salutogénèse, c'est un concept que l'on doit au sociologue Aaron Antonovsky. Donc, Aaron Antonovsky est connu pour remettre en cause la pensée dominante sur les sujets qu'il aborde. Et j'imagine que c'est ce qu'il a fait en matière de médecine et de santé. Absolument. Et il constate qu'en matière de santé, on se demande surtout qu'est-ce qui cause la maladie. Eh bien, lui va se poser la question, qu'est-ce qui cause la santé? Quelle est l'origine de la santé? Et donc, la salutogénèse, c'est ça, l'origine de la santé. Le mot salutogénèse vient du latin salus, santé, et du grec genesis, origine. Donc, parallèle parfait sur l'origine de la santé. La salutogénèse, elle propose de se concentrer sur les facteurs qui vont favoriser la santé, le bien-être au travail, plutôt que de se concentrer sur les causes des maladies. Alors, en matière de santé au travail, c'est pareil. On s'intéresse beaucoup plus aux facteurs de risque, les risques psychosociaux, les risques physiques, mais on se pose rarement la question de savoir comment le travail peut être facteur de bonne santé. Alors, bien sûr, il n'est pas question d'opposer ces deux approches, mais vraiment de les envisager comme complémentaires. Exactement. Et aujourd'hui, il y a un enjeu fort pour les entreprises à proposer une expérience travail facteur de bonne santé et de bien-être. Oui, et un des grands défis des entreprises pour attirer et fidéliser des talents est de répondre à la question du why, le pourquoi. La question posée aujourd'hui par les salariés, c'est pourquoi aller travailler ou rester travailler dans telle ou telle entreprise. Il faut donc pouvoir apporter des réponses à cette question du pourquoi j'irai travailler chez vous. Et ça passe notamment par proposer une vision qui peut être différente, en tout cas, du travail. Dans l'activité de travail, on va proposer deux dimensions. Une dimension productive, donc produire un bien ou un service, et puis une dimension développementale, construire des savoirs,
du réseau, des codes sociaux, etc., etc. En produisant, on se produit soi-même, on se construit. Et c'est vrai que le management envisage le travail essentiellement comme un acte de production. On va donc traiter l'humain au travail comme un moyen de production, chercher à en tirer le plus possible à moindre coût. Et donc, forcément, dans cette perspective-là, le travail, il ne peut être que pathogène. Et maintenant, si on fait comme Antonovsky et qu'on va à l'inverse de cette approche dominante, ça va nous amener à envisager le travail d'abord comme un acte de développement. C'est-à-dire qu'on va venir traiter l'humain non comme un moyen, mais comme une finalité. Et donc, on va pouvoir développer son potentiel. Et c'est dans cette perspective que le travail il devient salutogène. Et c'est ce qu'on va se poser comme question aujourd'hui. Donc, comment, selon quel levier, le travail il peut devenir source de santé et de développement, et donc d'engagement et de performance. En tant que psychologue, ce qui m'a souvent frappée, c'est combien on est capable, dans le cadre de ses loisirs, le sport notamment, de produire des efforts, faire mal aussi parfois, de dépasser ses limites, et tout ça sans être payé, voire même en payant un abonnement. Et que dès qu'il s'agit de travail, alors là, c'est le contraire. On compte ses efforts, son temps, on retient son engagement. Et c'est bien que le travail, finalement, n'est pas perçu comme une opportunité de développement, mais plutôt comme quelque chose dont il faut savoir se protéger en quelque sorte. C'est exactement ça. Et c'est vrai que les approches dominantes jusqu'ici n'ont pas forcément aidé. Après l'approche prédatrice du travail qui visait à tirer le maximum de l'individu en tentant de l'abîmer le moins possible. Après la bonne neurologie qui venait compenser les effets négatifs du travail en proposant des actions qui, j'imagine, vont vous parler, telles que des baby-food, des espaces de repos et puis tout autre gadget. La salutogenèse, elle vient changer cette perspective et proposer de penser le travail comme générateur de santé et de bien-être. C'est tout à fait ça. Et au cœur de cette approche, on va trouver ce que Antonovsky appelle le sentiment de cohérence, une sorte de force interne qui permet aux individus de mieux faire face aux défis de la vie. Et donc Antonovsky a développé cette théorie pour répondre à une question fondamentale. Pourquoi certaines personnes tombent-elles moins malades que d'autres ? Il s'est concentré sur la façon dont les gens gèrent les situations de tension ou de stress. Et il a observé un certain nombre de paramètres qui fondent ce qu'on appelle le sentiment de cohérence. Il a testé son hypothèse à travers plusieurs études qui montrent que les personnes qui possèdent un fort sentiment de cohérence, elles ont une résilience supérieure face au stress. Elles possèdent un meilleur système immunitaire et sont moins malades. Et puis, elles ont une meilleure qualité de vie. Donc, ces études ont également montré que le sentiment de cohérence peut jouer un rôle déterminant dans l'amélioration de la santé mentale et dans la réduction du risque de dépression. Il y a également en France des études en santé au travail qui ont montré que le sentiment de cohérence était significativement associé à une réduction également des symptômes du burn-out. Donc, c'est comme une sorte de force interne qui fait qu'on est plus à même de faire face aux situations difficiles, aux situations de tension, et surtout, le faire sans que cela impacte notre santé. De quoi parle-t-on quand on parle de sentiment de cohérence? Qu'est-ce que c'est? Sur quoi il repose ce sentiment de cohérence? C'est la bonne question, Marion. Le sentiment de cohérence, il va se fonder sur trois variables. Quelqu'un va avoir un sentiment de cohérence s'il comprend la situation qu'il vit. Donc ça, c'est la compréhension, la première variable. Si cette situation lui paraît gérable, la deuxième variable va être donc le contrôle. Et enfin, si cette situation a du sens pour lui. Donc ça, c'est la troisième variable, la notion de sens. Pour la première, donc la compréhension, concrètement, c'est-à-dire être capable d'expliquer, de comprendre ce que l'on vit, ce qui se passe autour de nous. Si on ne peut pas comprendre ce qui se passe, cela peut être difficile à accepter.
Mais quand on a la capacité de comprendre les choses, cela nous rend en général plus confiants et puis aussi plus capables de faire face à n'importe quelle situation qu'on peut rencontrer. Donc, ça suppose évidemment de disposer des bonnes informations, d'une capacité également à les traiter et puis de maîtriser les codes, le langage, etc., etc. La deuxième condition au sentiment de cohérence, c'est le contrôle. Le contrôle, c'est quoi ? C'est la capacité à gérer les situations, les événements. C'est tout ce qui fait que la situation, elle sera gérable. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique d'être convaincu de pouvoir faire face à une situation, de pouvoir la maîtriser. Ça présuppose d'avoir confiance en ses ressources et en la présence des informations, des outils nécessaires pour répondre aux situations. Dans cette condition de contrôle, je vais pouvoir me dire, je peux le faire. Tout à fait. Et enfin, la troisième variable de ce sentiment de cohérence, c'est le sens. Pouvoir trouver du sens à son action, à sa mission. Donc, au travail, ça va impliquer que les salariés ils perçoivent leur travail comme un défi qui mérite qu'ils s'y engagent. Et dans une situation difficile, ça va renforcer également la motivation, l'aptitude à faire face. Et le salarié va pouvoir aussi se dire, cela en vaut la peine, j'y vais, quoi. Donc, par exemple, le salarié peut trouver du sens à sa mission si elle est cohérente avec sa stratégie de carrière ou si elle est aussi alignée avec ses valeurs ou si le projet de l'entreprise fait sens pour lui. Exactement. Donc, comprendre, pouvoir gérer, trouver du sens, c'est la présence de ces trois dimensions qui va nourrir le sentiment de cohérence et permettre plus globalement d'augmenter la capacité d'une personne à faire face aux situations et à résister aux situations stressantes qu'elle peut rencontrer tout au long de sa vie professionnelle. En nourrissant ces trois aspects, l'entreprise, elle va pouvoir permettre à ses salariés d'augmenter leur capacité à répondre à toutes les exigences qu'ils pourront rencontrer. Ça va venir nourrir leur sentiment de cohérence et ainsi soutenir leur santé physique et mentale. Voilà un peu des premiers éléments de définition et puis les fondements un peu de la salutogénèse. J'espère que ça vous éclaire déjà sur ce terme peu courant qu'on n'entend pas beaucoup. À présent, ce qu'on vous propose avec Marion, c'est qu'on s'intéresse à la manière dont on peut soutenir tout ça, c'est-à-dire comment on peut développer ces trois dimensions du sentiment de cohérence au sein d'une entreprise, en se posant notamment la question de quels sont les leviers de la salutogénèse pour une entreprise. Donc, pour y répondre à cette question-là, on va envisager les trois niveaux d'action habituels au sein d'une entreprise, c'est-à-dire un niveau d'action au niveau de l'organisation, au niveau du groupe et puis au niveau de l'individu. Exactement. Et si on s'intéresse au premier niveau d'action, qui est au niveau de l'organisation, beaucoup de leviers vont nourrir ces trois dimensions. Donc, pour rappel, de comprendre, gérer, trouver du sens. Je ne pourrais pas être exhaustive sur ces leviers organisationnels, mais ce que je vous propose, c'est quelques exemples. On va en prendre 4 aujourd'hui. Un premier autour de la communication, communiquer de manière claire et transparente. Un deuxième levier organisationnel autour de la formation et plus globalement du développement des compétences. Un troisième levier autour de la gestion des ressources humaines, mais une gestion des ressources humaines centrée sur le développement du sentiment de cohérence. Et puis enfin, autour du partage des savoirs et de l'information. Donc, si on prend la première dimension, une communication claire et transparente, concrètement, on peut se poser la question de quelle est la vision, l'ambition de l'entreprise. Cette vision est-elle partagée, comprise ? Une communication claire et transparente va nourrir la capacité à comprendre les objectifs, les priorités et puis les attentes de l'entreprise, ainsi que les changements qui pourraient affecter leur travail. Une politique de communication claire et transparente va également permettre aux salariés de poser leurs questions et d'exprimer des préoccupations, ce qui peut améliorer leur compréhension de leur rôle dans l'entreprise. Et deuxième levier organisationnel autour de la formation et du développement des compétences. Ça va jouer un rôle essentiel dans cette approche salutogène puisque ça va permettre de nourrir la capacité à la fois à faire face et à comprendre.
Ça veut dire avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour accomplir son travail avec succès. Ça va venir nourrir la possibilité de comprendre et le sentiment de pouvoir gérer. Et puis, plus largement, troisième levier, centré sur les politiques de gestion des ressources humaines et sur le développement du sentiment de cohérence, amènera certaines priorités. Tout d'abord, une certaine flexibilité du travail. Ça va donner le sentiment de mieux pouvoir gérer son temps. Tout ce qui concerne la définition des fonctions peut être orienté aussi plutôt création de valeur, plutôt que souvent assez descriptive, de manière justement dans la création de valeur à trouver du sens. La reconnaissance et la récompense du travail aidera aussi les salariés à mieux comprendre leur rôle et leur contribution à l'entreprise. Les politiques de diversité aussi, ça peut être un quatrième élément, donc politique de diversité et d'inclusion permettront à chacun de se sentir partie prenante au projet global. Et puis enfin, des politiques d'évaluation claires aident également les collaborateurs à comprendre les attentes de l'entreprise en matière de performance et de comportement. Et puis enfin, le partage de l'information et des savoirs. C'est un levier important puisque ici, on va venir nourrir cette capacité à comprendre. Comment ce partage de l'information il peut se caractériser? Il peut se caractériser de différentes manières. Ça peut être à travers communiquer autour des changements de l'entreprise, des événements importants, donner de la visibilité sur les projets en cours, les résultats financiers. Tout ça, ça va aider le salarié à mieux comprendre son rôle, sa place dans l'entreprise et comment il peut contribuer à la réussite de son organisation. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui des engagements, des différents engagements, que ce soit sociétaux, environnementaux. L'enjeu ici, ça va être de bien communiquer sur ces engagements pour permettre aux collaborateurs de trouver du sens à sa mission. Comme on vous le disait auparavant, donc la liste, évidemment, elle n'est pas exhaustive, mais ce qui est important ici, le message clé, c'est que si on veut que les collaborateurs ils se développent, c'est-à-dire ils développent leur sentiment de cohérence, ce qui est important, c'est de faire un point de convergence de ces différents leviers organisationnels. Ça va être de faire un point de convergence autour du management, des ressources humaines, du RSE et j'en passe. Voilà un peu pour les principaux leviers organisationnels. À présent, intéressons-nous aux pratiques collectives, qui était le deuxième niveau, au niveau du groupe. Donc, des pratiques collectives qui vont générer de la santé, du bien-être au travail. Ce sont toutes les pratiques collectives qui vont venir nourrir ce sentiment de cohérence, c'est-à-dire comprendre, encore une fois, pouvoir gérer et puis trouver du sens. Là aussi, la liste, elle n'est pas exhaustive, mais avec Marion, on vous propose quelques exemples. Un premier exemple, donc les pratiques collaboratives. La collaboration, elle est essentielle pour favoriser une approche salutogène au travail. Les équipes qui travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs, elles sont plus susceptibles de se sentir valorisées, soutenues et satisfaites du travail. Le rôle du manager, ça va être de pouvoir encourager à partager les connaissances, les expériences pour venir soutenir le partage et donc cette collaboration à travers les pratiques collaboratives. Deuxième exemple qu'on souhaite vous proposer, c'est aussi l'autonomie, donc un autre levier collectif qui favorisera cette approche salutogène au travail. Les salariés qui ont le pouvoir de prendre des décisions concernant leur travail sont plus susceptibles de se sentir responsables dans leur travail et de s'engager davantage, tout simplement également dans leur travail. Et les managers peuvent encourager aussi l'autonomie en permettant de participer, par exemple, à la prise de décision et en donnant aussi un certain nombre de marges de manœuvre dans l'organisation et la gestion du travail. Troisième levier des pratiques collectives, ça va être la pratique du feedback constructif. Le feedback constructif, en quoi ça consiste? On va pouvoir recevoir des retours réguliers sur son travail. Ça va permettre de savoir où on en est et surtout le comment s'améliorer. Là, le rôle du manager, ça va être de pouvoir encourager le feedback constructif en proposant, par exemple, des formations tant sur la façon de donner le feedback que de le recevoir. Ou bien en créant un environnement où le collaborateur se sent à l'aise, à l'espace
et où il y a la place au feedback pour offrir des opportunités régulières pour discuter des performances et de l'amélioration continue. Enfin, le dernier exemple sur lequel on avait envie d'insister avec Marion concernant ces pratiques collectives, c'est la cohésion d'équipe. Également un levier pour nous pour favoriser une approche salutogène au travail. Les équipes qui se soutiennent mutuellement et travaillent bien ensemble sont plus susceptibles de se sentir valorisées et engagées dans leur travail. Et là encore, les managers peuvent créer cette cohésion d'équipe de manière totalement diverse et variée, mais par exemple en organisant des activités de team building, en offrant des opportunités aussi de formation en équipe, en créant aussi un environnement de travail où les salariés se sentent à l'aise pour partager leurs connaissances, leur expérience, et puis en encourageant également une communication ouverte. Voilà un peu pour ces exemples de pratiques collectives génératrices de santé au travail, salutogènes donc. Et qu'en est-il au niveau individuel maintenant? Au niveau individuel, les salariés doivent pouvoir prendre des mesures, avoir l'espace pour favoriser leur propre santé mentale et physique. Bien sûr, ça va reposer sur des ressources qu'ils vont pouvoir développer dans leur espace personnel, dans leur vie personnelle, que ce soit les loisirs, la vie sociale, etc. Néanmoins, l'entreprise, elle va également pouvoir agir aussi au plan individuel. On vous propose également ici quelques leviers de pratiques individuelles salutogènes. Un des premiers leviers, c'est de se sentir en sécurité physiquement et mentalement dans l'entreprise. Ça suppose de développer une hygiène de la communication et du management. On en a déjà beaucoup parlé déjà dans les pratiques organisationnelles et collectives. Et cette communication, évidemment, plutôt non violente, avec un management non toxique, ou autrement dit bienveillant. En tout cas, elle est plutôt sur ces pratiques-là. Se sentir inclus, c'est important que chacun dans l'entreprise puisse avoir le sentiment de faire partie du collectif, et ça, quelle que soit sa singularité. Pardon, excusez-moi. Troisième exemple également, ça va être le sentiment d'efficacité personnelle. Ça suppose de disposer aussi des compétences et des ressources nécessaires pour agir, mais pas seulement. C'est aussi pouvoir utiliser toutes ces ressources en fait. Parce que j'ai beau être aussi capable que d'autres, ou que beaucoup, en tout cas d'autres personnes, si j'ai pas la tête ou s'il existe dans l'entreprise un plafond de verre qui m'empêche de croire en moi, cela va altérer aussi mon sentiment d'efficacité personnelle. Quatrième exemple, le sentiment d'équité, de justice organisationnelle. Par exemple, au niveau salarial, au niveau du salaire, est-ce que j'ai le sentiment d'être traité équitablement par rapport à des situations, à des personnes qui peuvent avoir une situation comparable à la mienne? Et puis, dernier exemple qui est lié à ce quatrième point que je prendrai aussi, c'est le sentiment de sécurité financière. Il y a dans beaucoup d'entreprises des dispositifs complémentaires au salaire. Et pour autant, combien de salariés savent vraiment les utiliser? Et donc là encore, un programme d'éducation financière permettra aussi de développer le sentiment de maîtrise, de compréhension et de sens qu'on peut allouer à ce point-là. Voilà en tout cas de nombreuses pistes pour générer de la santé au travail. On a passé en revue le niveau de l'organisation, du groupe et puis de l'individu. Mais quels sont les bénéfices d'une telle approche? Alors bien sûr, de tels programmes sont profitables aux salariés. On a déjà pas mal parlé, qui trouvent dans l'exercice du travail des facteurs qui favorisent leur santé. Et au-delà des bénéfices pour les salariés, ils sont également profitables à la société. Pourquoi? Puisque si on s'intéresse au coût de la santé au travail en France, ils sont énormes. Ce que je propose, c'est de les voir à travers 3 illustrations différentes. Une première, c'est à travers une étude qui a été réalisée en 2020 par le ministère du Travail. On s'est intéressé ici au coût annuel au travail en France et il est estimé dans cette étude qu'il est évalué à environ 60 milliards d'euros. Donc, les arrêts maladie représentent une grande partie de ce coût, en raison notamment de la perte de productivité et puis des coûts associés à la prise en charge médicale. Deuxième illustration, si l'on s'intéresse à un autre aspect,
liées au coût de la santé au travail. C'est une étude qui a été publiée en 2019 et qui reprend cette fois les coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et ils ont été estimés à environ 14 milliards d'euros. Et puis enfin, si on s'intéresse aux impacts de ces coûts et donc aux coûts sociaux indirects liés à la santé au travail. Qu'est-ce que c'est, ces coûts sociaux indirects? Eh bien, ce sont les impacts tels que la perte de qualité de vie des travailleurs, mais également des membres de leur famille. Et en effet, ils sont difficiles à quantifier, mais ils peuvent être très importants et représenter une somme non négligeable. Et donc, reste à voir comment de tels programmes peuvent être profitables à l'entreprise, maintenant qu'on a parlé de l'individu, de la société. Côté entreprise, il y a plusieurs niveaux de bénéfices. Aujourd'hui, on en a identifié 6, en tout cas, qu'on vous partage. Donc, 6 bénéfices pour l'entreprise. Le premier, c'est l'enrichissement de la marque employeur. Chaque collaborateur est ambassadeur de son entreprise. Le deuxième, ça va être de bénéficier d'un meilleur engagement collaborateur. Quand le travail est source de développement, on s'y engage. Le troisième, ça va être d'augmenter le capital immatériel de l'entreprise. Clairement, il vaut mieux disposer de collaborateurs en bonne santé que l'inverse. Également, quatrième bénéfice, c'est de soutenir la performance sociétale. La santé au travail fait partie des engagements sociétaux, en tout cas de l'entreprise. Cinquième bénéfice, de développer la capacité d'évolution, de résilience de l'organisation. Alors, nous l'avons déjà évoqué, cette capacité de résilience. Et puis enfin, dernier bénéfice, et pas des moindres, la réduction des coûts, pour faire le lien avec ce que disait Marion juste avant, et la réduction des coûts cachés particulièrement, qui peuvent être liés au turnover, à l'absentéisme, à la santé au travail, au défaut de qualité ou encore à la moindre productivité. Donc, cet ensemble de bénéfices-là nous semble justifier de s'engager dans des programmes qui vont soutenir justement cette approche salutogène. Alors maintenant, comment s'y engager? Eh bien, si vous voulez vous engager dans un projet d'évolution vers une approche salutogène du travail, il faudra d'abord engager la direction. Une fois que la direction sera engagée, ce qui sera important, ça sera d'aligner les principaux leviers de l'organisation. Et puis enfin, mobiliser le collectif sur cette priorité. Comme souvent dans ce type de projet, on va réaliser une évaluation de la perception des collaborateurs. On va venir recueillir leur perception. Une fois que cette perception sera recueillie, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui fait que les collaborateurs expriment telle ou telle perception. Et puis enfin, à partir de la compréhension de cette perception, on va pouvoir proposer un programme, une démarche d'amélioration selon les axes de progrès qu'on aura identifiés. À LGP Conseil, on a développé un outil, donc monedh.com, que vous voyez sur la slide juste à l'écran. Mon EDH, c'est un outil qui est gratuit. Il a été conçu selon le principe de mise en cohérence de l'ensemble des leviers de l'entreprise. Donc, c'est très simple. Vous allez sur le site, vous créez votre compte, vous lancez votre enquête interne et vous recevrez votre rapport. Et puis ensuite, pour construire votre programme, bien sûr, nous ferons un plaisir de vous accompagner. Eh bien, voici le moment de conclure ce webinaire. Alors, on espère qu'il aura été compréhensible, gérable et faisant sens, en tout cas pour vous, salutogène donc. Et donc, si c'est le cas, on aura contribué aussi à votre mieux-être et nous en sommes ravis avec Marion. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et votre écoute. Je vois qu'il nous reste normalement qu'une minute pour répondre en tout cas à vos questions. Donc, on va regarder le chat et puis les différents commentaires que vous avez pu faire. Et puis, on va voir si on peut y répondre, en tout cas, répondre peut-être à certaines. Ce qui est sûr, c'est que si d'aventure, il y a d'autres questions, d'autres points que vous souhaiteriez aborder avec nous, n'hésitez pas à nous contacter directement. Vous avez la possibilité, en tout cas, de cliquer sur un bouton. Alors, je crois que c'est en haut de votre écran, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc vous pouvez cliquer ici et puis on peut caler ensemble, en tout cas, un moment d'échange sur cette thématique ou d'autres sujets. En tout cas, ça sera avec plaisir. Bon, alors Marion, est-ce que tu as identifié des questions
Oh bah oui, il y a eu plein de réactions. Merci beaucoup pour vos réactions diverses et variées, c'est super. Alors, il y a une question de Coralie qui parle justement de mon EDH. Elle voulait savoir si on pouvait en dire plus sur l'outil, mon EDH. Bon, alors là, la meilleure façon de vous en dire plus, Coralie, c'est de pouvoir justement vous rapprocher de nous via le call to action dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de prendre rendez-vous directement sur ce sujet, parce que malheureusement, il est déjà 11h30 et donc du coup, on va pas pouvoir aller plus loin, je pense, sur ce webinaire. Je regarde s'il y avait d'autres choses. Ah oui, une autre question. Est-ce qu'on peut former le management à des pratiques salutaires? Question. La réponse est oui à cette question. C'est aussi la manière dont on conçoit, nous, nos programmes de formation et puis nos accompagnements aujourd'hui au sein des organisations et puis des pratiques managériales, qu'on puisse justement vous outiller en tant qu'entreprise sur ces différents sujets. Et mon EDH dont parlait Marion fait partie justement d'un outil qu'on peut utiliser dans ce cadre, dans ce genre de démarche en tout cas, pour vous accompagner là-dessus. Ah ouais, il y a eu plein d'autres réactions. Est-ce qu'il y a des questions, Marion, que tu vois sur lesquelles tu as envie d'interagir? Alors oui, vous aurez accès au replay du webinaire. Normalement, vous recevrez un email. Plusieurs questions en ce sens-là. Tac, tac. Ah, c'est intéressant. Il y a Emmanuel aussi qui disait « Je vois dans mon équipe une recrudescence significative des arrêts de travail depuis 1 an. Est-ce général ou spécifique à mon entreprise ?» Donc plutôt orienté TPE, service intellectuel Paris. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément de recul sur ce domaine d'activité-là. Après, il y a d'autres entreprises pour lesquelles j'interviens qui constatent un nombre plus accru aussi d'absences au travail. Après, c'est peut-être pas forcément lié, en tout cas, à des arrêts de travail. Je ne connais pas la temporalité de vos arrêts de travail. Mais en tout cas, les entreprises auxquelles je pense, c'est les absences, alors justifiées ou moins justifiées, sont plus nombreuses, on va dire depuis une bonne année aussi. Alors c'est plutôt dans le secteur industriel, ce à quoi je pensais, mais ça fait peut-être le lien avec ce que vous pouvez constater dans votre entreprise et votre domaine d'activité actuel. Bon, il est déjà 11h32, je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Le support pourra vous être communiqué en tout cas avec plaisir, comme ça vous permettra de pouvoir en reprendre connaissance si besoin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaitais aborder, Marion? Non, je viens de balayer le chat. Je pense qu'on arrive à la fin du webinaire. Merci en tout cas pour toutes ces interactions dans le chat. Merci pour votre attention. Et puis, on aura plaisir à vous retrouver dans un autre webinaire, puisqu'on a différents webinaires sur le thème qui nous est cher, qu'on vous a partagé, sur le développement humain. Donc, le prochain sera courant avril. Tout à fait. On a un webinaire par mois. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous inscrire à notre prochain webinaire où on sera ravis de vous y retrouver. Eh bien, écoutez, excellente fin de journée à toutes et tous. Et puis, au plaisir de vous recroiser en tout cas sur des webinaires ou en rendez-vous pour échanger. Bonne journée à vous. Très bonne journée. Au revoir.